Bienvenue dans Renaissance. Je suis Sissi, coach et mentor en libération des schémas hérités. Ici, on parle de la place que tu as dû prendre dans ta famille, des loyautés invisibles qui t'ont façonné et de la femme souveraine que tu es en train de devenir. Ce podcast est un espace pour comprendre, ressentir et surtout réécrire ton histoire. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin pour la première épisode de mon podcast. Je voulais vous partager aujourd'hui mon histoire de comment je me suis en sortie en tant que fille d'une mère toxique, une mère narcissique, et comment je me suis reconstruit en fait par rapport à cette relation toxique et comment j'ai pu transformer en fait cette blessure en force intérieure. Et si je l'ai fait, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Donc si vous êtes concerné par le sujet, j'espère que mon histoire pourrait vous aider. Donc pour commencer, donc je suis née en Chine. Mes parents ont divorcé depuis que j'avais 5 ans. Tout petite, je rêvais d'avoir cette famille idéale qu'on voit dans tous les médias, papa, maman ensemble, etc. Et moi, je voyais que mes parents étaient séparés depuis que j'étais très jeune. Et quand je voyais mes amis d'enfance, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que moi, j'ai pas les parents réunis, qui s'aiment, comme on voit dans tous les films, et comme je pouvais constater dans mon entourage. Donc depuis très petite, j'ai un peu ce rêve-là qui n'est jamais réalisé, c'est d'avoir les parents ensemble, d'avoir une famille épanouie et réunie. La réalité est bien différente, c'est que je vivais, c'est-à-dire que je voyais seulement ma mère ou seulement mon père, et quand ils se voyaient, j'avais une seule mémoire d'eux ensemble, c'est quand ma mère me prenait de son côté pour dire des méchancetés à mon père, les insultes, etc. Donc c'était un souvenir très très douloureux que j'avais. Et depuis petite, en fait, du coup, j'étais élevée chez les grands-parents parce que mes deux parents, à cette époque-là, et en Chine, ça se fait très couramment, les parents s'occupent de leur travail et du coup, j'étais temps plein chez les parents. Et je dirais que malgré ça, j'avais quand même une belle enfance, c'est-à-dire que j'avais mes amis, j'avais mes jeux, etc. J'étais un enfant très très timide, très très discrète en classe, on me voyait pas, on m'entendait pas. Mais par contre, quand j'étais avec mes amis, j'étais très ouverte, très joueuse, etc. Totalement différente. Et en fait, depuis petit, je pense que j'avais du mal à trouver ma place en tant qu'enfant. J'avais beaucoup de choses, beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées dans ma tête, mais je me sentais pas assez en sécurité pour les partager avec mes amis, mes camarades, etc. Donc, je partageais seulement les moments vraiment joyeux, profonds avec mes amis d'enfance. Et tout a basculé en fait quand j'avais 12 ans. Quand ma mère s'était remariée avec un Français, elle était partie en France avant moi et elle m'a fait venir en France. Et juste avant mon départ, en fait, mon père n'était pas d'accord pour que j'aille en France, mais il est parti soudainement. Et du coup, je n'avais pas d'autre choix que de suivre ma mère. Et à 12 ans, j'avais à la fois de la joie de retrouver avec ma mère, même si je n'avais jamais vécu avec elle sur du long terme, parce que je la voyais seulement pendant les week-ends en Chine. Et puis à 12 ans, du coup, je devais quitter tous mes amis et tout le reste de ma famille pour rejoindre ma mère à l'autre bout du monde, dans une culture totalement différente. Je ne parlais pas français à l'époque. J'ai dû commencer vraiment d'apprendre mot par mot une nouvelle langue, m'adapter à une nouvelle culture, que ce soit au niveau de la nourriture, à la langue et tout ça. Donc c'était une transition assez difficile et c'est surtout en fait cette relation avec ma mère qui était très 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 douloureuse. Je m'attendais pas du tout à ça. Elle me critiquait, elle me rabaissait tout le temps, tous les jours, que je fasse quelque chose ou pas, toujours quelque chose à me critiquer. Donc ça a eu un grand impact sur ma personnalité, mon estime de moi, qui était déjà assez timide à l'époque. Ça m'a vraiment plombée. Donc quand j'étais adolescente, c'est vraiment la période où j'ai eu le plus de questionnements dans ma vie. Même à un moment donné, je me suis demandé s'il fallait pas mieux que je rejoigne mon père ou ma grand-mère que j'ai perdue aussi très jeune. J'avais vraiment des idées noires, etc. Jusqu'au moment, en fait, un jour, on était parti au camping avec les éducatrices du quartier, parce que avec ma mère, on vivait une vie très très précaire dans des HLM autour de Grenoble. Donc j'ai vraiment vécu dans les pires quartiers en plus en venant en France.
Je me sentais pas du tout en sécurité. En plus, au collège, on se moquait de moi parce qu'on voyait pas beaucoup d'asiatiques. Donc tout ce qui est racisme, etc., je les ai vécus. Et donc c'était très dur parce que je j'avais pas ce sentiment d'être chez moi quand j'étais chez ma mère. À chaque fois que je devais rentrer, j'avais la boule au ventre. Je savais pas ce qu'elle allait me dire encore cette fois. Qu'à cette sortie en mobil-home dans un endroit proposé par le quartier, c'était l'événement qui a fait que je suis partie chez ma mère. Parce que la veille, elle m'a dit bon, si, tu prépares tes affaires, moi je m'occupe de moi et mes petites. Donc elle disait tout le temps qu'elle a ses deux petites filles, donc mes petites sœurs, mais j'étais pas considérée comme sa fille. Donc déjà à l'époque, bah, je me demandais comment j'allais faire. J'avais un paquet de princes avec moi, et puis voilà, j'ai dit bon bah je vais partir avec ça. Et puis sur place, elle a dit, elle aime bien me parler à la troisième personne. Elle disait à mes petites sœurs, regardez, quand on va partir à la piscine, il y a quelqu'un qui va voler nos affaires, nos nourritures, etc. Donc quand j'ai entendu ça, autant vous dire que je vais pas toucher sa nourriture. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que bah du coup j'avais faim, etc. Mais je voulais pas toucher sa nourriture par peut-être fierté à ce moment-là. Mais j'étais vraiment au pied du mur. J'avais des idées noires. Je me sentais vraiment pas bien. Heureusement, j'ai eu le courage quand même d'aller voir une éducatrice à cette époque. Je toquais à sa porte et puis j'ai fondu en larmes et je lui ai dit que ça va pas, je dois m'en aller. Donc je suis partie de ce camping et sur le retour, c'est l'éducatrice qui m'a un peu guidée sur comment je pourrais m'émanciper. Sachant qu'à cette époque-là, j'avais même pas 18 ans. Et donc elle m'a aidé, etc., à trouver une association avec une personne âgée pour ne pas avoir à payer de loyer. Donc c'est comme ça que je suis partie chez ma mère. Et c'est un peu comme ça aussi que j'ai démarré le chemin de reconstruction sur moi-même avec très peu de moyens. Je n'avais même pas beaucoup de bourses. J'étais encore au lycée. Je passais encore, je crois que je passais le bac blanc au moment où je partais. Donc il a fallu vraiment beaucoup de force en moi pour m'en sortir. Donc je me suis surtout accrochée aux études. Je me disais que c'est le seul moyen de m'en sortir, de gagner de l'argent, d'être indépendante financièrement pour pouvoir bah, déjà vivre et puis choisir un métier qui me permet de payer, qui me permet de vivre et puis comme ça j'aurais pas besoin d'aide au moins financièrement. Pendant des années ça a été dur et puis ce que j'ai pas réalisé c'est que effectivement notre relation s'était améliorée quand je suis partie de chez ma mère parce que il y a cette distance là qui fait que on voyait des choses un peu plus belles, on essaie d'embellir les choses, etc. Mais la vérité, c'est que la relation a toujours été déséquilibrée et n'a pas démarré en fait sur de bons pieds. Mais pendant longtemps, je pensais que c'était ma faute. Je pensais que c'était moi qui savais pas s'exprimer, c'est moi qui savais pas, enfin, qui a fait des choses pas comme il fallait, etc. Je culpabilisais beaucoup le fait de pas pouvoir aimer ma mère comme toutes les histoires d'amour qu'on peut voir entre une mère et fille. Je ne comprenais pas pourquoi elle pouvait me faire autant de mal. Elle pouvait avoir des crises de jalousie sur moi, sur mon physique, sur ce que je faisais, sur le fait que j'ai un copain ou pas, plein de choses. Donc c'était très très douloureux pour moi et jusqu'à ce que j'ai compris en fait que c'était une mère toxique, que c'était une mère narcissique même, donc une mère qui ne se préoccupe que de son image. Donc elle va raconter plein de mensonges, elle va raconter plein d'histoires autour d'elle pour faire croire qu'elle est une maman exceptionnelle et qu'elle sacrifie tous pour ses enfants. Et que nous, on est des filles ingrates, méchantes, etc., qu'on s'occupe jamais d'elle, qu'on demande jamais si elle va bien, etc. Donc c'était très très dur parce qu'il y avait cette confusion entre ce qu'elle racontait à l'extérieur, même dans notre famille, et la version à nous qui était souvent très peu entendue parce qu'on donne malheureusement plus de crédibilité aux histoires que peuvent raconter les parents plutôt que les histoires vécues par les enfants. Et ça c'est vraiment très dommage. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me relever de ça et même de vivre en fait avec une espèce de honte et de culpabilité qu'on me disait mais ta maman, elle est ici, mais pourquoi tu vis pas chez elle? Pourquoi vous vivez pas ensemble? Et comment elle va? Et etc., etc. Et en fait, je, ça rajoute vraiment un poids de culpabilité. C'est comme si je ne pouvais pas exister par moi-même. Donc pendant longtemps, c'est vrai que quand on est plus jeune, on a tendance vraiment toujours à associer avec les parents, etc. On n'imagine pas que
derrière les portes, derrière les murs, il peut se passer des histoires vraiment terribles. Et malheureusement, on accorde très peu de confiance aux histoires que peuvent raconter les enfants. Donc petit à petit, quand je suis sortie chez ma mère, j'ai aussi continué à percuter d'autres relations toxiques dans le sphère amoureux et dans le sphère de travail, même si je me battais très fort pour cette indépendance et je l'ai réussi. Ce que j'avais pas compris, c'est que l'indépendance financière, c'était une première étape, effectivement, d'avoir les moyens de payer son propre toit, de pas être déjà sous le même toit qu'elle. Mais en fait, l'indépendance émotionnelle est encore plus difficile à obtenir parce que c'est des choses qui vont, même si on prend de la distance avec sa mère, on peut continuer à heurter dans d'autres sphères de notre vie via d'autres relations tant que la blessure elle n'est pas guérie. Donc c'est ce que j'avais vécu, c'est que j'avais souvent des situations de répétition, des situations où je me sentais injuste, des situations où je rencontre d'autres personnes un peu voilà dans le type pervers narcissique et qui épuisaient en fait beaucoup mes ressources intérieures. Mais j'avais pas forcément conscience de ça parce que je ne savais pas encore fixer les limites, je ne savais pas dire non, je ne savais pas dire stop, je ne savais pas écouter mon corps et mes besoins finalement. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs burn-out au travail parce que on m'a jamais appris de considérer mes propres besoins, de reconnaître mes propres besoins et encore moins du coup de les satisfaire, de les répondre. Donc ce qui peut, la plupart du cas, c'est créer des dépendances dans nos autres sphères de relations. On essaie d'obtenir de l'affection qu'on n'a pas eue depuis notre enfance et c'est pour ça qu'on parle souvent de liens entre les relations amoureuses et relations de famille de nos parents parce que inconsciemment notre cerveau va chercher des relations qui nous rappellent la familiarité parce que c'est là où on va se sentir en sécurité même si la relation n'est pas saine, mais comme c'est familier, on va répéter les mêmes types de dynamiques de relations. Donc la relation avec ma mère n'a jamais été simple. Quand j'étais adolescente, je pensais que cette relation, tous ces conflits qu'on avait étaient dus au fait que j'étais pas la fille qu'elle attendait. Parce que je suis arrivée à 12 ans, sachant que il y a déjà un bon bout de chemin que j'ai fait dans ma vie, que c'est l'âge où je commence à avoir mon propre caractère, etc., que ça matchait pas, en fait, avec les attentes qu'elle avait. Et je n'ai pas totalement tort parce que elle avait vraiment une exigence très haute. Elle voulait que je sois médecin, que elle avait tas d'idées de ce que je devais faire, mais me laissait pas, en fait, être. Elle n'avait pas accepté, en fait, qui j'étais réellement. Et je pense que c'est ça qui m'a empêché d'être comme je suis pendant mes premières années de jeune adulte. Je cherchais beaucoup mon identité parce que j'avais cette double culture franco-chinoise. Je n'avais pas beaucoup d'amis avec qui je pouvais partager ce sentiment de solitude, de cette relation un peu bizarre avec ma mère. Je savais pas en fait d'où venait le problème. Est-ce que c'était moi qui savais pas exprimer, que je ne me faisais pas comprendre, que je ne savais pas faire des caprices comme certaines filles, que je savais pas bien lui parler, etc. Aussi très tôt, du coup, je me suis accrochée aux outils de développement personnel. Donc, je lisais beaucoup de livres, des articles, etc. sur ça pour comprendre en fait pourquoi est-ce que je vis cette situation-là et comment je pourrais améliorer les choses. Donc, pendant très longtemps, j'avais cette idée de pouvoir sauver ma mère, de pouvoir la faire changer, la faire évoluer. Comme je lisais beaucoup de choses, j'avais une vision assez ouverte et j'avais envie d'aider ma mère, j'avais envie de la rendre un peu moins dépressive, en lui disant maman, tu sais, tu n'as pas à tout sacrifier pour nous et si tu n'es pas heureuse dans ta vie, nous en tant que fille, on sera jamais heureuse. Euh, et c'est toujours voilà ce sentiment de pas être assez pour la faire plaisir, de pas être assez bonne fille, assez excellente à l'école, assez à l'écoute de ses besoins, etc. Et c'est très toxique avec le recul parce que en fait, on n'apprenait qu'à exister à travers de ses yeux. On savait pas qui l'on était au-delà de ses yeux, au-delà de ses attentes, au-delà de ses besoins. On savait pas en fait nous, en tant que fille, puis en tant que femme, indépendante de la mère. Et ce qui est subtil avec une relation mère-fille, c'est que
on a beaucoup de projections, il y a beaucoup de liaisons en fait, parce que avant d'être né, on était dans le ventre de sa mère, on était un avec sa mère. On était unis en tant qu'une personne, donc forcément, on a du mal à questionner le rôle de la mère, etc. D'autant plus que on vit dans une société où ça se fait pas de questionner sa mère, c'est tout ce que font les parents, c'est pour le bien des enfants, par exemple. Une maman aime forcément inconditionnellement ses enfants. Et en fait, tout ça, c'est des mythes. C'est pas vrai. C'est comme l'idée que j'avais petite qu'une famille devait être forcément à trois, avec un papa, une maman, un enfant, qui devaient forcément s'aimer entre eux, qu'il n'y aurait pas de conflit, etc. Que la famille, ça représentait tout. Et en fait, c'est très très dangereux de garder ce genre de mythes, en tout cas comme standard, parce que en réalité, il y a beaucoup d'autres types de familles, d'autres dynamiques relationnelles, et c'est pas forcément ce standard-là. Et du coup, on peut être très déçu, ou on peut se questionner beaucoup, en tout cas en tant qu'enfant. Dans la psychologie de l'enfant, on est beaucoup à se questionner pourquoi maman ne me donne pas assez d'attention, pourquoi maman n'est pas là, pourquoi maman est absente émotionnellement, pourquoi elle m'aime pas, pourquoi elle me traite ainsi. En tant qu'enfant, on a tendance à penser que c'est de notre faute que notre parent nous aime pas, c'est qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Parfois, c'est le parent qui est en déséquilibre émotionnel, qui n'a pas su en fait digérer ses propres émotions et qui fait porter ce même fardeau émotionnel à son enfant. Donc, c'est très dur en tant qu'enfant de faire cette séparation-là. Donc, même avec le recul, je ne regrette pas le parcours que j'avais fait. Donc, j'avais d'abord misé sur les études, sur le travail, pour me retrouver une indépendance financière. Et j'en suis très fière d'avoir arrivé. Ensuite, une fois que ça s'était répandu, j'avais besoin plus de sens, j'avais besoin d'un métier qui faisait du sens pour moi, qui apporte de l'impact, que mon histoire sert à quelque chose, entre guillemets, que j'espérais que mon histoire pouvait inspirer d'autres personnes à se relever des épreuves difficiles, à croire en soi, en fait, à se donner de l'espoir et à, malgré tout, regarder la vie de l'avant et à trouver des solutions pour se relever. Donc, j'ai beaucoup cheminé et je continue encore à cheminer sur ce chemin. Si ça te parle, si ça t'inspire, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça me toucherait beaucoup. Et n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos, pour d'autres podcasts à venir. J'ai en tout cas beaucoup de choses à te partager. Donc, voilà pour ce premier épisode. J'espère que tu as aimé. Et puis voilà, tu peux me parler sur Instagram, sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de podcast en laissant un commentaire. À très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode du jour t'a plu et t'a pu aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser une jolie note sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et puis je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te donne rendez-vous mardi prochain.